on a commencé avec le Covid, les bouleversements climatiques, on continue avec la géopolitique et avec l'accélération de l'IA dans nos quotidiens. Et donc, même si nous essayons de tenir les deux bouts de l'éducation, c'est-à-dire de permettre à l'enfant toujours de vivre son enfance de manière insouciante, nous avons, en même temps que cet objectif, l'objectif de lui permettre de développer des compétences dont on parlait déjà, mais à mon avis, on n'y accorde pas assez d'attention. On a aujourd'hui à accorder de l'attention à ces compétences-là pour lui permettre de faire face aux défis de demain. Je parle comme une femme politique. Bon, on va s'arrêter là. Et, je perds le fil, il faut que je retrouve mon fil là. Alors, qu'est-ce que je veux dire en plus de parler de ces deux objectifs? Ok. Et donc aujourd'hui, si Mme Crépy me demandait cette conférence aujourd'hui, j'aurais changé le titre de la conférence. J'aurais ajouté à l'expression des émotions, la gestion des émotions. Et je vous expliquerai après pourquoi. Et j'aurais ajouté à la construction des compétences, les compétences douces. Ce sont ces compétences dont je veux parler et auxquelles on ne fait pas suffisamment attention. Je vais m'expliquer après. Et donc là, je les appelle les compétences immédiates. Ça veut dire, pendant l'enfance, là, la préadolescence. L'adolescence, que permet le jeu libre? Eh bien, le jeu libre permet très rapidement de développer ces compétences-là. Donc, d'un côté, on a des compétences affectives, de développement émotionnel, hein, de connaissance de son monde affectif, de ses émotions. Et de l'autre côté, on a des compétences motrices, cognitives et comportementales. Alors, il y a deux sortes de à peu près, on va ranger à peu près les jeux libres dans dans deux catégories. On a les jeux à faire semblant. Vous voyez, on va dire, on entend les enfants dire ça. On dirait que je suis le chasseur, on dirait que tu es le loup, voilà, hein, des jeux à faire semblant. Et ce sont des jeux qui permettent comment dire, ce sont des jeux qui permettent souvent de revisiter des événements qu'on a vécus, qui nous ont bousculés, qui sont marquants et qui permettent de les revisiter pour les intégrer. Et donc, dans ces événements qui nous bousculent, il y a toujours une histoire émotionnelle. Qu'est-ce que ça fait vivre comme émotion? Et l'enfant va rejouer ces jeux. On voit des enfants qui jouent. Je peux donner un exemple. Je connais un petit garçon qui adorait les dinosaures. Les dinosaures carnivores, comme le Tyrannosaurus Rex, merci, ou les raptors. Il jouait avec pendant des heures, des figurines à peu près de cette taille-là, et il passait des heures à les dessiner, à les mettre en scène, et dans la famille, il y avait des maîtres et des maîtres et des maîtres de rouleaux, de dessins de dinosaures. Et cet enfant était très chétif, il était très maladroit dans son corps, il avait beaucoup de peine à faire des exercices moteurs. Et je peux imaginer, et en même temps, on n'a pas besoin, on verra dans le rôle de l'éducateur, on n'a pas besoin d'interpréter le sens du jeu de l'enfant, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi il joue comme ça. Ce qui est important, c'est d'accueillir, c'est d'être là. Mais je peux imaginer que cet enfant qui était très chétif, qui était très maladroit dans son corps, qui manquait de puissance, eh bien, vous avez besoin de jouer, de mettre en scène la puissance du dinosaure carnivore pour en faire quelque chose. Et je peux raconter aussi d'autres exemples comme ça, des jeux à faire semblant. Aussi, je me souviens aussi d'une pièce de théâtre organisée par plein d'enfants.
Et il y en a un qui voulait absolument le rôle du chevalier, c'est une pièce théâtre sur les chevaliers, qui voulait absolument le rôle du chevalier, qui veut quitter sa mère, mais qui ne peut pas quitter sa mère parce que sa mère lui dit que le monde est très dangereux. Et on a comme ça une scène qui dure assez longtemps, où il allait, il venait, il voulait partir, puis revenait, et puis sa mère lui disait que le monde est assez dangereux, et je peux faire le parallèle de ce rôle-là qu'il voulait avec sa vie réelle et sa maman réelle. Voilà. Et donc on voit que les jeux à faire semblant ne viennent pas de nulle part. Les rôles dont s'attribue l'enfant ne viennent pas de nulle part. Ça s'enracine dans un vécu réel et ça a une fonction. Ça permet de digérer ce qui est vécu de manière difficile ou problématique au quotidien. Et puis après, on a la deuxième catégorie de jeux qui sont les jeux de construction, de manipulation, d'exploration du monde. Et donc, je vais revenir un peu en arrière avant de parler de ces jeux-là. Le jeu libre chez l'enfant fait suite, à mon avis, à la motricité libre de l'école Pickler-Loxi. Donc, si vous avez entendu parler de la motricité libre de l'école Pickler-Loxi, vous savez que la motricité libre chez le tout petit, chez le bébé de 3 mois, de 2 mois, sert à développer des compétences motrices. Les compétences globales, on va faire un petit rappel rapide, les compétences globales du corps comme ramper, marcher à 4 pattes, s'asseoir, se redresser, machin. Puis les compétences plus fines des doigts comme saisir, lâcher, attraper, secouer, toutes sortes. Et ces gestes moteurs permettent la connaissance du monde à travers la diversité des objets, la diversité dans les tailles, dans les volumes, dans les poids, dans la consistance, dans la matière, etc. Et donc les jeux d'exploration, de construction prolongent cette motricité libre, affine la dextérité des gestes, les mouvements du corps et continue l'exploration de l'environnement et la connaissance des propriétés. Ce sont ces jeux-là. Et encore une fois, l'enfant va décider de quel type de jeu il va se saisir, pas par hasard. Parce qu'il y a une potentialité à ce moment-là, du genre la potentialité, la capacité d'emboîter les objets, de savoir quels sont les objets qui sont du premier coup d'œil plus petits que les autres, qui permet que j'emboîte les uns dans les autres. Et c'est l'émergence d'une potentialité qui va faire qui demande à s'entraîner, qui va faire que l'enfant va choisir tel type de jeu plutôt qu'un autre type de jeu. Et on voit donc que ces jeux-là prolongent la curiosité du monde, prolongent l'exploration du monde, les objets différents, développent la connaissance des propriétés des objets différents, et ce sont ces jeux-là qui nourrissent la future curiosité intellectuelle de l'adolescent ou du jeune adulte. Donc, ce sont aussi pas que les jeux d'exploration. Quand un enfant joue à faire semblant, ou quand il joue à des jeux de construction ou d'exploration, il y a plusieurs cas de figure. Il peut jouer seul. Il peut jouer à plusieurs, quand dans la fratrie, il y a plusieurs enfants. Il peut jouer à plusieurs quand il invite des copains et des copines. Il peut jouer à plusieurs si les structures collectives permettent cela. À la crèche, c'est souvent le cas. À l'école, c'est plus rare. Dans les centres de loisirs, j'avoue que je ne sais pas trop. C'est un univers que je ne connais pas trop. J'espère que il y a des temps et des endroits qui permettent ce jeu libre. Et donc le fait de jouer à plusieurs, de devoir échanger, négocier, se disputer, résoudre les conflits, permettent de développer des compétences comportementales et relationnelles. Et, la liste n'est pas exhaustive. Et le fait
de devoir se souvenir que le copain, il a dit qu'il voudrait jouer au chevalier qui machin truc, ben sûrement développe aussi l'attention, la concentration, l'attention à l'autre, la mémoire et aussi la créativité. Les deux types de jeux développent ces qualités cognitives. On va regarder vite fait là les compétences que j'appelle des compétences à long terme, c'est-à-dire les compétences du futur adulte, du futur adolescent, du futur adulte. Donc je vais passer très vite parce qu'il reste 20 minutes et on accorde... Non, il reste 9h30. Non, il reste un peu plus de temps encore. Donc, on va regarder la gestion des émotions. Parce que l'enfant, en jouant à faire semblant, en faisant un retour vers lui, et en se posant la question, mais c'est pas aussi explicite que ça, tout ça est inconscient, en se posant la question, qu'est-ce qui veut s'exprimer là en ce moment? Qu'est-ce que je vis de difficile, que j'ai envie d'explorer pour pouvoir l'intégrer? Il fait la connaissance des émotions. Et parce qu'il connaît ses émotions, il va les gérer. On ne peut gérer que ce qu'on connaît. On va prendre un exemple très simple, votre compte bancaire. Vous ne pouvez pas dire que vous gérez votre compte bancaire si vous ne l'ouvrez qu'à la fin du mois et que vous regardez que la ligne de solde pour savoir combien il vous reste dedans ou combien aussi vous manque de l'argent. Là, on dit que non, vous ne gérez pas du tout votre compte bancaire. Donc, pour gérer votre compte bancaire, vous devez l'ouvrir régulièrement, savoir en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça comporte, quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, quels sont les postes. Il en est de même pour la gestion des émotions. Pour gérer les émotions, ça nécessite de revenir régulièrement à soi-même et de visiter cette intériorité et de savoir à peu près, bon, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que ça me fait. Et le jeu libre, vraiment, c'est un support naturel à cet exercice introspectif. Ça fait peur de parler comme ça, mais l'enfant le fait naturellement. Et après, là, je vais vendre le jeu libre. Et je vais casser un peu le gaming. À force de jeux de règles et de jeux de société, de jeux de cartes, on les éloigne d'eux. Ils perdent cette capacité naturelle, à revenir vers eux, à se connaître. Et c'est dommage. Et donc, quand vous savez gérer vos émotions, quand vous les connaissez, et quand vous avez développé de l'empathie, parce que le fait de revenir vers soi et de se poser la question, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui demande à s'exprimer, eh bien l'enfant exerce naturellement de l'empathie vis-à-vis de lui-même. Il n'y a pas besoin d'apprendre, il n'y a pas besoin de cours d'empathie. Et donc, en ayant de l'empathie pour soi, en connaissant ses émotions, ben forcément, il sait gérer ses émotions et la gestion du stress coule de source. Et dans une situation de crise, la personne qui sait gérer le stress, c'est la personne qui a une longueur d'avance sur les événements. Et dans le fait, dans les jeux à faire semblant, mais même dans les jeux de construction, oser aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de soi et oser le mettre à l'extérieur. Le jeu libre est un moment risqué pour un enfant. C'est très risqué de montrer au monde ce qui m'habite, parce qu'on a toujours le risque que quelqu'un vient avec ses gros sabots et piétine ce qu'on essaie timidement de présenter à l'extérieur. Et donc c'est toujours un exercice risqué pour un enfant au début. Mais à force, et puis quand on joue en groupe, donc il faut le présenter aux autres, il faut prendre le risque de le présenter aux autres, et puis après, il faut défendre son morceau. Et quand on veut, dans un groupe d'enfants, quand il y en a un qui veut jouer comme ça, et l'autre comme ça, et l'autre comme ça, ben, c'est tout ça qui fait exercer la confiance en soi, parce qu'à force de le faire, et qu'on voit que finalement ça fait quelque chose de chouette, au bout d'une heure, tout le monde joue, et tout le monde est content, et le résultat, ben, c'est pas mal, et ben, ça donne confiance en soi. Ça permet de développer aussi
l'esprit d'initiative, l'audace. C'est très audacieux de jouer librement. C'est beaucoup plus audacieux d'aller puiser dans soi quelque chose plutôt que de